Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la méthode d'Edgar Morin, ce centenaire né Edgar Naum. Sociologue et philosophe français, surnommé le penseur planétaire, Edgar Morin parle de la collaboration du monde extérieur et de notre esprit pour construire la réalité. Il est le géniteur de la pensée complexe. Voici quelques éléments d'information sur sa méthode. Le vrai problème, c'est la capacité d'organiser les connaissances. Si il n'y avait pas eu cette capacité d'organisation, il n'y aurait pas eu l'univers. Il y a des émergences, d'émergence. D'émergence, c'est une notion clé. Ce que l'on ne peut pas expliquer, c'est pourquoi il y a des émergences. On le constate. Vous ne pouvez pas déduire à partir des qualités des éléments de base ce qui va émerger par la suite. Aussi, l'idée d'organisation et d'émergence éclaire beaucoup de choses dans notre univers, mais cet éclairage apporte aussi une partie d'ombre. Pas de connaissance sans volonté de connaître sa propre connaissance. C'est une règle absolue. La complexité vient de complexus, ce qui est tissé ensemble. Nos moyens de connaissance sont insuffisants pour connaître l'objet qu'on a reconnu comme complexe. Quel est le but de la connaissance complexe? C'est de donner des moyens de connaissance plus puissants pour affronter cette complexité. Il n'y a jamais une connaissance totale d'un objet qui est possible. Toute connaissance doit mener au mystère. Elle part de l'étonnement pour aboutir à l'ahurissement. L'impression culturelle. Nous naissons, nous nous développons, nous recevons l'empreinte de la famille, puis de l'école, de l'université. Nous devons essayer de nous libérer de cette empreinte pour essayer d'arriver à une connaissance pertinente. Ce mot « méthode » n'a toujours pas un sens très précis. Bien sûr, je le prends dans le sens grec qui veut dire cheminement. Comment faire cheminer sa pensée? Mon livre est une ouverture dans la connaissance pour essayer de connaître la façon dont on connaît plus ou moins bien, plus ou moins mal. C'est au cours de ce voyage que se sont formées quelques idées, quelques principes, quelques concepts pour avoir une connaissance, une pensée qui affronte la complexité du réel. Nous sommes de moins en moins aptes à situer notre savoir, notre connaissance dans son contexte naturel et dans la globalité où il se trouve.
parce qu'on est de moins en moins apte à poser les problèmes globaux et fondamentaux, parce que nous avons une connaissance parcellaire, découpée, compartimentée à travers les disciplines. Ce problème de la méthode est devenu fondamental. Ce problème n'est pas un problème qui se pose seulement dans les sciences. C'est un problème de la vie quotidienne. C'est un problème de chacun. C'est un problème de relation avec autrui. C'est un problème de relation avec la vérité. Et c'est pour cela que mon travail, tout en s'appuyant nécessairement sur les résultats d'une science en cours de transformation, parce que j'écris au moment où les limites de la pensée scientifique apparaissent, pas à tout le monde malheureusement, et où il y a une recherche plus complexe, plus complète. Je m'appuie beaucoup sur la réflexion concernant les sciences. C'est un problème qui devrait être celui de chacun. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on enseigne des connaissances sans jamais dire ce que c'est que la connaissance, et que si on examine ce que c'est que la connaissance, on se rend compte du problème de l'erreur et de l'illusion. Donc, il faut enseigner les sources d'erreur et d'illusion. Les sources individuelles, l'erreur de perception, la tromperie de soi, les sources culturelles. C'est un problème clé qui explique comment toute connaissance est soumise au risque d'erreur et d'illusion, parce que la connaissance est une traduction de la réalité et une reconstruction mentale de la réalité. D'abord, un savoir est... Qu'est-ce que c'est que la connaissance ? Deuxièmement, qu'est-ce que c'est qu'une connaissance pertinente ? Une connaissance qui est capable de situer son savoir dans son contexte naturel et dans un contexte plus global. Ce que j'appelle méthode est ce qui peut aider à traiter ce problème de la connaissance. J'ai finalement placé le je, le moi, au centre de la méthode. Les modes simplificateurs de connaissances mutilent plus qu'ils n'expriment les réalités ou les phénomènes dont ils rendent compte. Comment envisager la complexité de façon non simplifiante ? Sa définition première ne peut fournir aucune élucidation. Et complexe ce qui ne peut se résumer en un maître mot, ce qui ne peut se ramener à une loi, ce qui ne peut se réduire à une idée simple. La complexité est un mot problème et non un mot solution. La pensée complexe intègre le plus possible les modes simplifiants de pensée, mais refuse les conséquences mutilantes, réductrices, unidimensionnalisantes et finalement aveuglantes d'une simplification qui se prend
pour le reflet de ce qu'il y a de réel dans la réalité. La pensée complexe aspire à la connaissance multidimensionnelle, mais elle sait au départ que la connaissance complète est impossible. Un des axiomes de la complexité est l'impossibilité, même en théorie, d'une omniscience. Elle comporte la reconnaissance d'un principe d'incomplétude et d'incertitude. La pensée complexe est animée par une tension permanente entre l'aspiration à un savoir non parcellaire, non cloisonné, non réducteur et la reconnaissance de l'inachèvement et de l'incomplétude de toute connaissance. Cette tension a animé toute ma vie. Il commence à nous apparaître que gagner sa vie peut aussi signifier la perdre, que les satisfactions matérielles s'accompagnent d'insatisfactions spirituelles, que la réalisation du bien-être extérieur suscite un mal-être intérieur, que les accroissements en quantité déterminent des diminutions en qualité, que les activités relèvent plutôt de l'activisme, que l'action tend à l'agitation, que par certains aspects, les divertissements de loisirs nous détournent de nos vrais besoins et relèvent du divertissement pascalien. Un vide se creuse en chacun. Ici et là, on cherche à retrouver son âme, à la guérir d'un mal profond, à mettre en harmonie l'esprit et le corps, d'où le recours aux psychanalystes, aux psychothérapeutes, aux gourous, aux yogis, aux bouddhistes zen ou tibétains. Comment vivre sa vie? Ce problème se pose de façon de plus en plus insistante. Notre manque profond ne serait-il pas un manque de sagesse? Ne faut-il pas revisiter l'idée de sagesse, héritée de la pensée antique, oubliée dans les temps modernes? Nous savons désormais que toutes les activités rationnelles de l'esprit sont accompagnées d'affectivité. L'affectivité qui peut certes immobiliser la raison est seule capable de la mobiliser. Dès lors, l'idée de sagesse se complexifie. Elle n'est plus d'éliminer l'affectivité, mais plutôt de l'intégrer. Nous savons que la passion peut aveugler, mais aussi qu'elle peut éclairer la raison si celle-ci réciproquement l'éclaire. On a besoin d'intelligence rationnelle, mais on a besoin aussi d'affectivité, de sympathie, de compassion. De fait, l'idée de sagesse, quand elle se réduit à l'idée de raison, comporte une contradiction. Une vie purement rationnelle
serait à la limite une absence de vie. La qualité de la vie comporte émotion, passion, jouissance. Est-ce sagesse que se détourner de la qualité du vivre? Est-ce folie que d'aspirer à la plénitude de l'amour? L'élimination du non raisonnable serait démence. Il serait fou de vivre trop sagement. Si l'excès de sagesse devient folie, la sagesse n'évite la folie qu'en se liant à la folie de la poésie et de l'amour. La sagesse n'est pas ce qui doit inhiber amour, fraternité, compassion, pardon, rédemption. Elle doit les éclairer, éviter qu'ils tombent dans les pièges de l'illusion. La sagesse de vie comporte l'incorporation en soi de son savoir et de son expérience. Il est une sagesse propre à l'esprit. Elle produit la compréhension de soi et d'autrui, et elle est produite par cette compréhension. La compréhension de soi comporte l'auto-examen, l'auto-critique et tend à lutter sans relâche contre les illusions intérieures et le mensonge à soi-même. Elle comporte le travailler à bien penser, qui évite les idées unilatérales, les conceptions mutilées, et qui cherche à concevoir la complexité humaine. Corrélativement, la sagesse de l'esprit cultive, entretient, développe la compréhension d'autrui. Si nous pratiquons la double compréhension de soi et d'autrui, alors nous pouvons commencer à vivre sans mépris, sans haine, sans besoin obsessionnel d'auto-justification. Quand un système est incapable de traiter ses problèmes vitaux, il se dégrade, se désintègre ou bien se révèle capable de susciter un métasystème à même de traiter ses problèmes. Il se métamorphose. Tel quel, le système Terre est incapable de s'organiser pour traiter ses problèmes vitaux. Le probable est la désintégration. L'improbable mais possible est la métamorphose. Pour aller vers la métamorphose, il est nécessaire de changer de voie, mais il semble possible d'infléchir certains cheminements, de corriger certains mots. Il est impossible, ne serait-ce que de freiner le déferlement technique, scientifique, économique, civilisationnel qui conduit la planète au désastre. Et pourtant, l'histoire humaine a souvent changé de voie. Comment? Tout commence toujours par une initiative, une innovation, un nouveau message de caractère déviant, marginal, souvent invisible aux contemporains. Je vous remercie de votre attention.